Québec? Au Québec, on peut vraiment dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une politisation de l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande visibilité. Ce soir, on parle de politisation de l'immigration. Catherine Dardès, qui est professeure à l'Université de Montréal, qui s'est spécialisée dans les États fédéraux et à l'évolution des politiques migratoires. La faute n'est certainement pas sur les partis d'extrême droite. Quel est le rôle des partis traditionnels? Les partis de gauche et de droite ont aussi commencé à parler beaucoup d'immigration. Et en fait, ce que la recherche montre, c'est que malgré qu'on ait toujours l'impression que c'est les partis de droite qui vont être les plus anti-immigration, dans beaucoup de sociétés, des partis de gauche ont aussi adopté des positions plus fermées sur l'immigration dans certaines conditions. On cherche à avoir des sujets d'actualité, puis là, on est vraiment dedans. Là. Il y a beaucoup de sujets liés à la politisation de l'immigration en ce moment, à l'ouverture, à la non-ouverture à l'immigration, aux luttes des migrants aussi, avec les permis temporaires, entre autres, là, qui sont très d'actualité. Je suis curieuse d'avoir un recul sur l'évolution, justement, de ces politiques migratoires-là. Je pense malheureusement que ça va peut-être pas me surprendre. Je vois quand même à l'international un protectionnisme que j'appelle, c'est peut-être pas le bon terme, mais donc une fermeture progressive des frontières. Donc, je ne serais pas surprise que nos intervenants nous confirment ça, mais je suis curieuse de voir leur point de vue là-dessus. Parce que ça montre que ça a réaligné, en fait. C'est comme si on avait une situation entre 2012 et 2018 où la plupart des partis veulent que ce soit géré par le Québec avec des différences, mais la CAQ est la seule à vouloir moins d'immigrants dans le discours public et dans ses programmes de parti. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a clairement le Parti québécois qui a rejoint ce positionnement, même qui la pousse un peu plus loin. Et il y a aussi le Parti conservateur du Québec. Ça va être intéressant de voir une universitaire qui réfléchit à ce qui se passe sociologiquement parlant en termes d'immigration et politiquement parlant, et d'articuler ça avec des réalités locales, des gens qui sont des locaux ici. Évidemment au Collectif citoyen pour l'invitation. Je suis très honorée d'être à Rimouski pour la vraie première fois. Je suis comme passée vers la Gaspésie. C'est pas une vraie fois. Puis je suis très heureuse de vous parler de mes recherches, de mon agenda, de ce qu'on fait aussi à l'ERICA. Je vais en parler. Puis je suis très excitée de parler dans un cabaret pour la première fois de ma vie. Si jamais ça me donnait des idées de reconversion. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler beaucoup du Québec, de la politisation de l'immigration, mais avant ça, bon, ça c'est moi, vous savez plein de choses sur moi, je voudrais surtout mettre en avant cette équipe de recherche. Donc, c'est l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs. Je vous ai mis le lien, le site internet, c'est très facile, erica.org. Je vous en parle parce qu'on fait des choses vraiment intéressantes aussi en ligne, puis surtout, ça regroupe des chercheurs de différentes universités au Québec, puis différentes disciplines. Donc, il y a des gens de Laval, de Concordia, de l'Université de Montréal, comme moi, de l'UQAM, en sociaux, en géo, en criminaux. Puis tous ces gens sont là pour essayer de faire comprendre la recherche en immigration, puis aussi parler des thématiques actuelles. On a un webinaire qui s'en vient sur les étudiants internationaux, sur l'accès aux soins de santé pour la communauté LGBTQI+. Donc, il y a vraiment des thématiques d'intérêt. Donc, c'est juste un petit nudge, comme on dit, un petit coup de pouce pour aller justement voir ce qu'on fait par rapport à cette équipe. Je vous demanderai de prendre votre téléphone. Normalement, on ne fait pas ça en conférence ou en cours, mais pour une fois, je vous demanderai de prendre le téléphone. Puis Benoît, qui m'assiste très généreusement comme à la technique, va vous mettre en lien. C'est un petit sondage WooClap. Vous allez voir, soit vous allez sur WooClap, le site. On devrait vous voir apparaître petit à petit. Je vois que vous êtes là. On peut voir, vous êtes déjà 10. Donc, ce qu'on m'a demandé juste rapidement au départ, c'est de parler peut-être des migrations internationales en général, parce qu'après ma présentation, elle est quand même très sciences politiques puis très Québec. Mais là, on va juste réfléchir ensemble, faire connaissance, puis réfléchir ensemble un peu à ces phénomènes de migration internationale. Je vous laisse encore le code quelques secondes. Première question, si on peut la passer, c'est juste, vous pouvez voter, donc décider, puis juste écrire dans quel pays vous êtes né. Puis moi, je peux déjà dire, je suis née en Belgique. Peut-être vous l'aurez entendu à mon charmant et merveilleux accent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais donc, où est-ce que vous êtes né? Comme ça, on fait un peu connaissance. Canada, France, Québec, l'île de la Réunion, Roumanie,
Venezuela. Ce qui est le plus gros, c'est ce qui est le plus présent. Il y a même quelqu'un qui a mis un petit drapeau. OK, donc on a une diversité. La suite, prochaine petite question. Est-ce que vous êtes une migrante ou un migrant international? Donc moi, je suis une migrante internationale. Je suis même une travailleuse étrangère temporaire. Je suis là avec un permis de travail temporaire. C'est l'Université de Montréal qui m'a engagée, puis j'ai un statut temporaire pour l'instant. Est-ce que vous êtes migrant international? Oui, non, on voit 33, 32, un tiers, deux tiers, on dirait. On peut mettre la définition peut-être, parce que peut-être qu'on n'a pas compris la même chose par migrant international. Puis ça, c'est si on passe sur la diapositive suivante. C'est l'enjeu des définitions. Est-ce que vous êtes migrant ou migrant international? Il y a un enjeu derrière qui est qu'on n'a pas tous la même définition. On pourrait tous avoir des définitions différentes, mais si on prend la définition de l'OIM, disons l'Organisation internationale des migrations, elle va nous dire que c'est quelqu'un qui habite en dehors de son pays de naissance, qui a traversé une frontière internationale et qui est là pour plus de 6 mois. Puis ça, c'est intéressant aussi, parce que peut-être que vous êtes là pour moins de 6. Derrière ces enjeux de définition, il y a des enjeux de nombre. Comment on compte les gens, comment on compte ces migrants, puis comment on en rend compte aussi en tant que tel. Puis si on continue, mes petites questions, pour voir clair justement là-dessus. À votre avis, combien de personnes vivent justement à l'étranger, mais en pourcentage de la population mondiale? Donc sur la Terre, en pourcentage du nombre de personnes qui habitent, combien vous pensez qu'il y a de pourcentage? 3%, 5%, 7% ou 9%? On ne sait pas qui répond quoi, donc il n'y a pas de pression. OK. La majorité pense qu'il y a 9%, près de 10% de la population qui vit à l'étranger. Puis je vais vous montrer la réponse si on va dans la suivante. En fait, il n'y a que 3%. Puis on peut aller à la diapositive suivante. C'est quand même intéressant de se rappeler ça. Il y a 95, je vais le dire en belge, 95% de la population qui ne migre pas. Donc, c'est quand même une minorité en termes de proportion de la population qui est dans un phénomène de migration, d'aller vivre dans un autre pays, de traverser cette frontière internationale. Puis aujourd'hui, c'est important parce que, comme on va le voir, on parle peut-être beaucoup d'immigration, mais la majorité des gens ne migrent pas. Puis c'est intéressant de le savoir. Si on continue dans ces petites statistiques, puis qu'on va voir la petite question suivante, la proportion de personnes qui vivent justement à l'étranger, est-ce qu'elle a fortement augmenté depuis les années 90? Donc, à votre avis, est-ce que ça a fortement augmenté cette proportion ou pas? Oui, non. Est-ce que ça a fortement augmenté? On va voir les réponses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah, on est pas mal pareil. Ah, ça se rapproche, ça se rapproche. En fait, ça n'a pas vraiment augmenté cette pourcentage. Bien sûr, les chiffres absolus peuvent augmenter, puis c'est ça, les nombres de millions. Puis pour être honnête, là maintenant, on a plutôt des chiffres que certains annoncent à 280 millions de personnes qui sont dans cette situation de migration. Mais en termes de proportion, ça n'évolue pas de manière vraiment forte depuis les années 90. Et de nouveau, c'est la question de l'évolution de la proportion qui reste importante. Et enfin, on peut encore poser une petite question. Sur donc, cet ensemble de personnes qui vivent à l'étranger, disons ces 272 millions de personnes, combien d'entre elles sont réfugiées? Puis ça, je le pose parce que c'est sûr que dans le discours médiatique ou dans l'attention aujourd'hui, on parle beaucoup des réfugiés à travers le monde, puis c'est des situations de persécution, de conflits qui sont très présentes. Mais combien est-ce qu'il y a de personnes en termes de millions? 42, 26, 66, 87? OK, vous êtes bon, vous allez voir la réponse. On peut faire la réponse. Effectivement, il y en a 26 millions. Ce n'est pas le groupe le plus important, puis c'est bien de le revoir aussi. Donc, dans l'ensemble de ces personnes qui sont considérées comme migrants internationaux selon la définition que je vais vous en donner, il y a qui? Il y a plein de groupes. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs, évidemment, il y a des réfugiés, et puis quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, puis qui se développe énormément, il y a aussi des populations qui sont déplacées à l'intérieur des frontières. Ça ne rentre pas dans ma définition de migrants international, mais c'est des phénomènes qui sont très présents, des gens qui sont obligés, pour des raisons de persécution, de conflit, ou même d'accès aux ressources, dans certains cas, de se déplacer à l'intérieur du pays. Vous connaissez sûrement des situations. Qui arrive à ma question? Non, c'est correct, allons-y. Quel est le pays, selon vous, qui accueille le plus de réfugiés? Donc là, on va être sur des nombres. À votre avis, quel est le pays
qui accueille le plus de réfugiés. Donc on parle bien des réfugiés, des personnes qui bénéficient de la protection internationale dans le monde. Dans les 26 millions dont on a parlé, OK, donc Allemagne, Turquie, France, Colombie, des pays en Europe, Italie, Grèce. Donc ça, je voudrais juste mettre une réserve, c'est que c'est des chiffres de 2020. Évidemment, les situations géopolitiques actuelles font que, par exemple, l'Ukraine n'y est pas ou d'autres pays de conflit. On peut penser au Congo aussi, qui vit des moments extrêmement difficiles. Donc, il y a des enjeux géopolitiques qui vont mener à ça. Mais dans les pays qui accueillent, la Turquie est effectivement un des plus gros contributeurs à l'accueil des réfugiés aujourd'hui. Des pays d'Amérique latine aussi, la Colombie, l'Ouganda, l'Allemagne. Donc ça, c'est des nombres absolus. Puis là, vous avez aussi, si ça vous intéresse, quelques pays de départ. Et évidemment, c'est lié à des crises politiques. Pensez au Venezuela, à l'Afghanistan, en Syrie, certainement l'Ukraine aussi ces dernières années, qui vont mener ces gens à demander la protection internationale et à se la faire reconnaître en tant que réfugiés. On a fini avec nos téléphones, maintenant c'est moi qui vais parler. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, on peut vraiment dire que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une politisation de l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande visibilité. Si vous ouvrez vos téléphones, justement, vous lisez la presse, les médias, vous écoutez la radio, vous allez voir, on parle énormément d'immigration. Il y a une visibilité dans le discours public, dans les médias. Il y a des prises de position explicite de la part des partis politiques qui ne sont pas d'accord, ils se chicanent sur des enjeux. Et aujourd'hui, je voudrais juste qu'on essaye, grâce à la recherche en sciences politiques, grâce à différents travaux, de réfléchir à justement c'est quoi la politisation de l'immigration, comment on peut la définir, comment on peut la comparer. Puis c'est un phénomène qui existe dans d'autres pays. Évidemment, vous pensez peut-être aux États-Unis ou à différentes démocraties en Europe, où l'immigration est déjà extrêmement politisée. Pourquoi ça se passe au Québec, puis à quoi ça renvoie ce phénomène? C'est ça qui va nous intéresser ce soir. Qu'est-ce que la politisation de l'immigration? Je vais utiliser une définition puis un cadre qui vient de cet ouvrage, qui a été mis en effet, qui a été écrit par des collègues suisses, qui vont en fait nous dire la politisation de l'immigration, c'est deux choses. C'est la science. Il faut qu'on parle plus d'immigration. Donc la politisation de l'immigration, elle a lieu quand on va parler d'immigration, ça devient quelque chose de saillant. On la voit, on en parle, il y a une visibilité. Mais pas seulement. Le deuxième élément, c'est qu'il y a de la polarisation. La polarisation, c'est l'idée que ce n'est pas seulement qu'on parle de l'immigration, mais c'est que les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des prises de position explicites puis que les gens ne sont pas d'accord. Et quand on a la congruence de ces deux phénomènes, on va beaucoup parler d'immigration, mais en plus les gens ne sont pas d'accord, on voit que l'immigration est politisée, comme c'est le cas un peu partout et dans plusieurs sociétés. Maintenant, la question qui nous occupe, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment, l'immigration devient politisée? Puis c'est important de se poser cette question parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et surtout, ça montre que c'est la construction d'un problème public. Il n'y a aucun problème qui est politique en soi. Par contre, la manière dont les acteurs s'en saisissent, la manière dont on en parle, la manière dont on va visibiliser ça, on va se positionner, c'est ça qui fait qu'un problème devient politique et va être mis à l'agenda politique. Et donc la littérature, les chercheurs sont pas tout à fait d'accord, mais il y a deux grands groupes d'explications par rapport à pourquoi est-ce que tout d'un coup l'immigration devient politisée ou quels sont les moteurs de ce phénomène. Il y a un premier groupe d'explications, les chercheurs vont dire c'est la demande. Il y a des contextes, des paramètres, des configurations qui mènent au fait que si on a ces éléments, on sait que ça va concourir à la politisation de l'immigration. Dans ces conditions objectives, dans cette idée de demande, il y a des chercheurs qui disent ce qui change, c'est quand on a des changements au niveau des valeurs, où on a de nouvelles insécurités, on a vraiment des clivages qui arrivent dans la société puis qui vont faire que l'immigration va comme devenir un enjeu majeur. Il y a d'autres auteurs qui disent en fait, ce qu'on voit, c'est un peu différent. Il faut qu'il se passe quelque chose, soit dans l'opinion publique. Tout d'un coup, l'opinion publique change par rapport à l'immigration. On veut plus ou moins d'immigrants, on n'est plus d'accord en tant que tel. Il y a aussi des recherches qui vont beaucoup plus dire c'est une question de nombre. L'immigration devient politisée quand dans une société, on atteint un certain nombre d'immigrants. Il y a comme un palier ou un nombre qui fait que si, par exemple, il y a une grosse augmentation du nombre d'immigrants, alors la société réagit et puis il va y avoir cette demande de politisation de la part des individus.
Et d'autres travaux plutôt économiques qui vont dire que c'est plutôt lié au chômage et aux conditions économiques. Donc évidemment, quand il y a un plus grand taux de chômage, à ce moment-là, on peut être moins favorable à l'arrivée de migrants. Il y a un dernier groupe d'explications dans cet ensemble de la demande qui va dire c'est surtout lié à des événements focalisateurs. On peut penser, puis ça a été très vrai par exemple après le 11 septembre, il y a beaucoup de travaux qui ont mis en avant comment l'immigration avait été, comme il y avait une sécurisation de l'immigration, comment immigration et sécurité avaient été liées dans la foulée du 11 septembre. C'est le vrai aussi dans certaines sociétés quand il y a des attentats, par exemple. Puis il va y avoir des événements contextuels qui pourraient mener justement la société à être plus polarisée ou à rendre l'immigration plus saillante. Le deuxième groupe d'explications, il va dire ça ne marche pas tout à fait, votre affaire, là. Parce que parfois, j'ai des immigrants et pourtant, je n'ai pas de politisation. Parfois, j'ai du chômage et pourtant, je n'ai pas de politisation. Qu'est-ce qui joue vraiment dans le fait que tout d'un coup, cette question devient politisée? Puis ces chercheurs, ils disent non. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'offre. Ce n'est pas magique. Il y a des élites, notamment les médias ou les partis politiques, qui font un travail aussi qui mène à cette politisation. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont essayé d'aller voir ça, notamment sur l'extrême droite, extrêmement visible en Europe, où le fait qu'il y ait eu des partis d'extrême droite qui sont arrivés dans des systèmes proportionnels, qui ont parfois gouverné, ou même juste qui ont eu voix au chapitre, qui sont arrivés dans le débat public avec des positions vraiment anti-immigration, xénophobes, d'extrême droite, ça a donné la voix au chapitre, puis ça a organisé et réorganisé le jeu politique avec des effets aussi, en fait. On a montré, par exemple, qu'il y avait des effets de contagion. Le fait qu'un parti politique d'extrême droite soit présent dans un système politique fait qu'ils amènent un discours anti-immigration qui parfois se répand à d'autres forces politiques. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont essayé de montrer comment la configuration ou la présence d'un parti d'extrême droite vient mettre à l'agenda politique à politiser la question de l'immigration. Le facteur d'après, c'est des recherches qui ont dit attendez. Toute la faute n'est certainement pas sur les partis d'extrême droite. Quel est le rôle des partis traditionnels? Les partis de gauche et de droite ont aussi commencé à parler beaucoup d'immigration. Et en fait, ce que la recherche montre, c'est que malgré qu'on ait toujours l'impression que c'est les partis de droite qui vont être les plus anti-immigration, dans beaucoup de sociétés, des partis de gauche ont aussi adopté des positions plus fermées sur l'immigration dans certaines conditions. Donc il y a des acteurs, des partis politiques qui ont joué ce jeu de la politisation, puis qui ont mené aussi au fait que c'était de plus en plus grand. Et le dernier facteur explicatif, ça vous semblera peut-être moins, c'est la question des médias. Il y a des recherches qui essayent de voir comment le fait qu'on parle d'immigration, le ton qu'on va employer, la manière dont on parle, va peut-être jouer justement sur le fait que c'est à l'agenda médiatique qu'on va en discuter, qu'on va avoir des débats, comment on amène certains tons ou certaines choses. Ça, c'est le tableau général dans la littérature. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est vous dire, tiens, on a toutes ces explications. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas au Québec? Testons ces explications. Est-ce qu'avec ces moteurs, on peut mieux comprendre ce qui se passe au Québec, cette visibilisation et cette politisation aujourd'hui de l'immigration? Puis si on passe rapidement à travers les facteurs, on peut se dire il n'y a pas eu de clivage ou de nouvelles valeurs, il n'y a pas eu de nouvelles révolutions tranquilles, de grands changements, bouleversements au niveau de la société. Donc on pourrait peut-être se dire c'est plutôt au niveau de l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique a changé au Québec par rapport à l'immigration? Ou on pourrait se dire non, c'est le nombre. C'est sûr que c'est parce qu'il y a plus d'immigrants. Il y a plus d'immigrants au Québec, donc c'est pour ça que ça s'est politisé. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'immigrants au Québec? Est-ce que c'est le taux de chômage? On peut l'écarter à ce stade. Le taux de chômage, il est plutôt bas. Quasiment une société de plein emploi. Les conditions économiques sont assez favorables à l'immigration. Il n'y a pas eu d'événement particulier qui pourrait vraiment expliquer ce qui s'est passé. Par contre, si on regarde du côté de l'offre, il n'y a pas de parti d'extrême droite au Québec, donc c'est dû évidemment aussi au système majoritaire. Il y a certains mouvements anti-immigration, vous vous souvenez peut-être de l'enjeu de la meute, Fédération des Québécois de souche, qui ont comme monté à un certain moment, mais ça n'a pas pris. Ils ont même été tenus à l'écart du système politique traditionnel par les acteurs majeurs, donc ça c'est aussi intéressant de voir. Mais par contre, qu'en est-il des partis traditionnels et des médias? Les partis traditionnels du système québécois. Comment ils se sont positionnés au fil des années sur l'immigration et qu'en est-il au niveau des médias? Donc aujourd'hui, on va juste regarder ces facteurs pour essayer de voir est-ce que ça nous offre des clés de réponse, des explications sur ce qui s'est passé au Québec. Juste un petit rappel.
Pourquoi le Québec est spécial par rapport à l'immigration? La première chose, vous le savez sûrement, c'est que de toutes les entités fédérées dans le monde, le Québec est celle qui a le plus de pouvoir en immigration. Aucune autre entité fédérée peut faire autant de choses en immigration que le Québec, OK? Grâce à l'accord de 91, qui a toute une histoire, puis j'adore parler de ça si vous voulez parler de ça, mais je ne vais pas trop en parler. Mais l'accord de 91, il y a l'entièreté des pouvoirs par rapport à l'immigration économique. Le Québec sélectionne ses immigrants économiques, c'est lui qui fait sa grille de points, c'est lui qui fait ses programmes. C'est 70% de l'immigration au Québec. Ça veut dire que le Québec, là, a minimum son mot à dire sur 70% des immigrants permanents qui restent au Québec, qui arrivent au Québec. C'est un énorme pouvoir. D'autres provinces ont des ententes, mais aucune dans une proportion aussi forte pour autant de pouvoir. L'entièreté des services d'intégration et d'accueil, c'est tout le Québec qui gère contre une généreuse compensation d'Ottawa. Donc le système est vraiment différent. Il y a des pouvoirs exceptionnels en matière d'immigration dont il faut se rappeler. Donc le Québec décide non seulement de comment, mais aussi de combien. Le Québec décide combien il y a d'immigrants qui arrivent en tant qu'immigrants permanents au Québec. C'est un pouvoir très important. Évidemment, il y a tous des enjeux de diversité, surtout qu'au Québec, il y a eu déjà des débats liés à la migration. Mais c'était beaucoup plus lié à quand les gens sont là, des modèles de gestion de la diversité, les accommodements raisonnables, la laïcité. Ce qui a changé peut-être dans ces dernières années, c'est qu'on parle aussi de combien d'immigrants ou quel type d'immigrants, à quelles conditions. Puis c'est ça qui est neuf, c'est comme cette idée qu'on va plus parler de l'immigration et pas seulement de l'intégration. Et évidemment, beaucoup d'enjeux liés à la langue et au nationalisme en tant que tel. Donc, est-ce qu'il y a plus d'immigrants? Est-ce que le nombre peut être un facteur explicatif? Là, je vais vous montrer quelques graphiques. Le premier graphique va nous montrer l'évolution du nombre de personnes immigrantes admises au Québec. Donc, on est dans la résidence permanente. Qu'est-ce qu'on voit? On est toujours en dessous ou un tout petit peu au-dessus de 50 000. Ici, on a une hausse, mais c'est un effet de rattrapage de ce trou qu'on a eu pendant la COVID. Les cibles du gouvernement, c'est 50 000 immigrants permanents. Donc, en fait, on est relativement stable. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment beaucoup plus d'immigrants qu'il y en a eu. Depuis les années 2000, on est autour de 50 000 immigrants. On est même un peu en dessous. Il y en a un peu moins que pendant certaines années. Donc, ce n'est pas quelque chose de l'immigration permanente. Et puis, ce qui est intéressant aussi, si on regarde ces chiffres, puis si vous voyez, il y a comme 3 couches de montagne, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre les catégories d'immigration. Il y a 3 catégories dans l'immigration des résidents permanents. C'est les immigrants économiques, puis comme je vous le dis, c'est presque 70% de l'immigration au Québec. Aujourd'hui, c'est 70%. C'est les 70% que le Québec choisit. Il y a aussi la réunification familiale qui est autour de 20%, et ensuite la protection internationale, les réfugiés ou les situations apparentées. Donc pas plus d'immigrants et pas de changement majeur dans la composition. Au contraire, on choisit de plus en plus d'immigrants de fait qu'on choisit de plus en plus d'immigrants économiques. Ça, c'est mon graphique le plus compliqué, OK? On est prêts? On y va ensemble. Quand on fait des migrations, en vrai, on devrait toujours parler de quelque chose qui s'appelle le solde migratoire. Parce que autant il y a des gens qui viennent, autant il y a des gens qui partent. Donc on se focalise souvent dans les débats publics ou dans les chiffres même sur « Ah, autant de personnes sont arrivées cette année ». Oui, mais combien sont partis? Puis par exemple, il y a un phénomène qui est très intéressant au Québec, que vous connaissez peut-être, c'est la migration interprovinciale. Puis là, on est en dessous de mon zéro, elle est négative. Donc, historiquement, au Québec, il y a plus de gens qui quittent le Québec pour une autre province que de gens d'autres provinces qui arrivent au Québec. Puis dans les gens qui quittent, ça peut être des citoyens, des résidents permanents, en tant que tel, ça rentre dedans. J'ai ce solde-là, qui est en fait mon solde de résident permanent. Vous vous souvenez de ma petite vague? Là, si je regarde la même vague, mais en enlevant ceux qui partent, ma vague est bien moins haute. Je suis même plus à 50 000 personnes, là. Je suis bien en dessous, on est autour de 30 000, 40 000, moins de 30 000. Donc, le nombre de personnes, d'immigrants permanents qui restent au Québec est moins élevé que le nombre de personnes admises. Et la dernière ligne importante, c'est ce qu'on appelle le solde migratoire total. C'est tout. La migration interprovinciale, la migration permanente et la migration temporaire.
Puis si vous avez suivi un peu l'actualité, beaucoup de focalisation, puis on en parlera dans la deuxième partie, sur les migrants temporaires aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce qui a le plus augmenté en termes statistiques. Ça, ce sont mes petites barres. Donc ça, c'était ma migration temporaire en solde. Donc le solde des résidents non permanents, qui a vraiment énormément augmenté. On est certainement ici. Donc la vraie augmentation, finalement, en termes de nombre d'immigrants, ce n'est pas les 50 000 dont on parle et autres, ce seraient les migrants temporaires, mais à nouveau, pensez au solde en tant que tel. Évidemment, il y a des événements qui mettent l'attention sur certains groupes. C'est évident que le chemin Roxham, l'arrivée de demandeurs d'asile au Québec, en proportion plus importante que son poids dans la Fédération canadienne, a mis beaucoup d'importance sur ce groupe-là, alors que c'est un groupe moins important en nombre, mais il y a une focalisation importante par rapport à ça. Le message que je veux donner par rapport à ça, indépendamment de comment on compte de mes soldes migratoires, c'est que, attention, quand on dit plus ou moins d'immigrants, quel est le solde? Quelles sont les entrées et les sorties? Puis parfois, on a des surprises quand on essaye vraiment de faire un solde. Deuxièmement, est-ce qu'on parle d'immigrants permanents, une des trois catégories, ou est-ce qu'on parle de migrants temporaires? Ce ne sont pas les mêmes politiques, ce ne sont pas les mêmes droits, ce ne sont pas les mêmes trajectoires, puis c'est vraiment très important d'assumer que c'est des groupes différents, même s'il y a une fluidité entre les deux, puisque vous savez sûrement qu'aujourd'hui, de plus en plus de migrants temporaires sont d'abord temporaires avant de devenir permanents. C'est une voie d'accès à la résidence. Ensuite, quel type d'immigrants? Donc même de qui on parle, quel groupe on parle. Est-ce qu'on parle de demandeurs d'asile, de travailleurs qualifiés, d'étudiants internationaux? Au sein même, finalement, par exemple, des résidents non permanents, il y a énormément de différences entre un étudiant international, un permis fermé, un permis ouvert, le PMI, le PTET. Bref, il y a énormément de différences par rapport à ces nombres, à ces programmes. Passons au deuxième facteur, l'opinion publique. Est-ce que je pourrais dire que finalement, si l'opinion publique a changé au Québec, c'est pour ça qu'aujourd'hui que l'immigration est politisée en tant que telle? Donc, est-ce qu'il y a une évolution et est-ce que c'est différent du reste du Canada? Là, je vais sortir un sondage qui est vraiment récent. C'est un sondage récent de la firme Environix qui fait tous les ans la même chose. Je m'excuse, c'est en anglais, le rapport est en anglais. Mais il pose la même question depuis les années 70-80. En tout, il y a trop d'immigrants au Québec. Est-ce qu'il y a trop d'immigration au Canada? Pardon, je suis au Canada, après je suis au Québec. Est-ce qu'il y a trop d'immigration au Canada? Qu'est-ce qu'on voit? La majorité des gens, depuis les années 2000, ne sont pas d'accord. Ils ne pensent pas qu'il y a trop d'immigration au Canada. Donc c'est vrai qu'on a une opinion publique qui est favorable à l'immigration au Canada. C'est évidemment très différent de d'autres sociétés dans le monde où on a des opinions beaucoup plus restrictives, moins favorables. Mais attention, deux choses. Cette opinion est favorable, mais comme vous voyez, il y a vraiment eu un renversement à partir des années 2000. Ça n'a pas toujours été le cas que l'opinion publique au Canada était favorable à l'immigration. Au contraire, dans le passé, elle était plutôt défavorable. Et il y a un enjeu aussi qui fait que vous voyez que mes deux courbes sont presque prêtes à se recroiser. Ça voudrait dire qu'il y a de moins en moins de gens qui sont d'accord avec cette assertion, ou qui trouvent de plus en plus de gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants au Québec. Donc ça, c'est un resserrement dont on a beaucoup parlé. Dans les médias, peut-être, est-ce que l'opinion des Canadiens est en train de changer par rapport à l'immigration? Puis, est-ce que vous pensez que ça change au Québec ou pas? Est-ce que vous pensez qu'au Québec, on aime plus ou moins les immigrants que dans le reste du Canada? OK. Là, il y a une expression en Belgique, je ne sais pas si je peux la dire. Tordre le cou à un canard? Non? Oui? Bon, c'est quelque chose qu'on croit qu'on sait puis qu'on doit un peu nuancer. L'opinion publique au Québec n'est pas tellement plus défavorable que dans le reste du Canada à l'immigration. Oui, il y a des sensibilités différentes par rapport à la langue, par rapport à la culture, mais les sondages ne montrent pas tellement de différence. Donc, là, dans ce sondage, par exemple, le Québec suit la tendance canadienne, mais en fait, il demeure le territoire où le sentiment général reste le plus ouvert aux nouveaux arrivants. Il n'y a qu'un tiers des Québécois qui pensent que les immigrants sont trop nombreux, alors que ce chiffre aujourd'hui est à plus de 50% en Ontario et à 46% dans le reste du Canada. Donc, c'est intéressant de voir que cette augmentation de gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrants
a été très marquée dans d'autres provinces, l'Ontario, la Colombie-Britannique, mais beaucoup moins marquée au Québec. Il y a une autre question qu'ils mettent depuis des années, c'est l'immigration est comme une menace, tend à menacer la culture québécoise. Puis là aussi, il y a quelque chose qui est assez incroyable qui s'est passé, c'est que la plupart des gens étaient d'accord. Puis c'est vrai qu'au Québec, il y a des sensibilités particulières à la culture, à la langue. Puis pendant longtemps, l'immigration a été vue comme une menace. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est plus le cas aujourd'hui. La majorité des Québécois pensent que l'immigration ne menace pas la culture québécoise. Puis ça, de nouveau, c'est comme des questions qu'on a comme des idées, peut-être des préjugés ou comment on nous voit, mais ce n'est pas ça que les sondages montrent. En tout cas, ce sondage, il y a des sondages plus récents qui montrent des tendances similaires, mais peut-être un peu moins fortes. Mais donc, je vous invite vraiment à peut-être sortir de ce postulat qu'on a que l'immigration est politisée au Québec parce que les gens n'aiment pas les immigrants. Ce n'est pas tout à fait ça que les sondages montrent. Oui, il y a des peurs, des anxiétés. Ce sondage montre que c'est le cas dans le reste du Canada, certainement lié à la crise du logement, certainement lié aussi à certaines conditions socio-économiques, mais ce n'est pas si flagrant au Québec, ou en tout cas pas plus flagrant que dans le reste du Canada. Troisième type d'explication, puis c'est là-dessus que moi je travaille. Ça, c'est mon opinion, puis chaque fois, je me chicane avec les gens qui sont en opinion publique ou sur les médias et autres. Moi, je pense que les partis politiques ont un rôle structurant dans la façon dont l'immigration a été politisée, dans la façon dont on parle d'immigration, dans la façon dont on met ça à l'agenda politique, c'est pas neutre. Et donc moi, j'étais vraiment sur l'idée, finalement, allons voir un peu comment ces partis politiques ont parlé d'immigration. Si on pense qu'ils ont un rôle dans ce phénomène de politisation, comment est-ce que les partis politiques au Québec parlent de l'immigration? Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une enquête que j'ai faite avec ma collègue Mireille Paquet. Mireille, elle est professeure à l'Université Concordia. Puis on a publié, donc si ça vous intéresse, vous pourrez revoir. Mais on s'est vraiment dit, comment est-ce que les partis politiques ont parlé d'immigration à travers le temps? Donc ça, c'est une recherche où on a été chercher toutes les plateformes des partis politiques, tous les programmes des partis politiques. Donc sur 8 élections, près de 30 documents, depuis justement l'accord Canada-Québec sur l'immigration jusqu'à 2018. Je parlerai après 2018, mais l'étude, il faut se souvenir qu'elle s'arrête en 2018, donc l'élection d'avant. Et on s'est vraiment dit, bon, on sait plein de choses sur l'intégration, la gestion de la diversité, mais qu'est-ce qu'on sait sur l'immigration, au sens de attirer, sélectionner, contrôler des étrangers? En gros, qui rentre, qui sort? Qu'est-ce que les partis politiques disent là-dessus? On a regardé les partis politiques, on a codé les phrases et on a essayé de comprendre leur évolution grâce à une grille d'analyse. Cette grille d'analyse, elle essaye de faire quoi? Elle essaye de se dire, OK, la politique d'immigration, qu'est-ce que les partis promettent? Est-ce que c'est plus restrictif ou est-ce que c'est plus libéral ou ouvert? Puis ça, c'est souvent comme ça qu'on parle de partis politiques. On va dire, ah, tel parti est plutôt restrictif, ah, tel parti est plutôt ouvert sur l'immigration. Mais là, on a fait comme un sous-code en se disant, attention, il faudrait distinguer le volume, le nombre d'immigrants, leur origine, parce qu'après tout, on peut être très favorable, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, à la France et vouloir plein de Français, mais peut-être moins de personnes qui ont une autre origine ou une autre langue. Donc, il faudrait voir aussi qu'est-ce qu'ils disent les partis sur les origines, sur les langues, les pays, et sur les types d'immigration. Qu'est-ce qu'ils disent sur les qualifiés, les entrepreneurs, les réfugiés, les étudiants internationaux? Et de même, je ne sais pas, on peut être très défavorable aux réfugiés, mais très favorable aux travailleurs qualifiés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La deuxième chose, puis ça c'est vraiment propre au Québec, on a comme adapté la façon dont on analyse ça. On s'est dit, qu'est-ce qui sépare le plus les partis politiques sur la question de l'immigration? C'est aussi qui doit gérer l'immigration. Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est Ottawa qui a les pouvoirs, avec qui on doit travailler? Ou est-ce que ça doit être le Québec? Puis pourquoi? Puis c'est un axe structurant de la politique québécoise, cet axe sur qui doit gérer entre souveraineté, fédéralisme, vous le connaissez, mais c'est aussi structurant dans l'immigration. Grâce à ça, on a mis en place donc cette grille sur politique d'immigration, gestion, volume, origine type, la gestion qui doit gérer Ottawa, Québec, ou est-ce qu'on reste dans le statu quo? Puis ça, c'était important parce qu'il y a beaucoup de partis, vous le verrez, qui disent juste on reste pareil. Là. Les pouvoirs de 91, ça marche ben, on continue comme ça. Donc, comment chaque parti se positionne-t-il?
Le premier parti, je n'ai pas mis encore qui c'était, comme ça c'est comme un peu un jeu. Je vais vous montrer des extraits, puis vous allez dire « Ah tiens, on dit on veut augmenter les niveaux d'immigration pour soutenir le développement économique. On veut des entrepreneurs étrangers les plus talentueux. On veut réviser la grille, on veut Emploi Québec, on veut un plan pour tous les Québécois. Mais attention, l'incertitude politique pèse sur le Québec. Il faut éloigner la souveraineté pour que l'immigration fonctionne au Québec. » Vous pouvez dire? Mais oui, vous êtes bon! Le Parti libéral du Québec. Donc, si on regarde ça, c'est évident que le Parti libéral du Québec, quand on voit l'évolution, toujours pour des seuils importants, mais une vision très économique de l'immigration, un paradigme économiste de l'immigration, avec l'idée dont défend le statu quo, c'est sûr qu'on reste dans cette idée de fédéralisme, mais on défend aussi l'accord de 91, qui a été notamment signé par le Parti libéral. Le Parti québécois, ça c'est aussi très intéressant. J'ai juste mis un extrait. C'est 2005 où le Parti québécois nous disait l'immigration est une source d'enrichissement pour le Québec, avantage, défi de la démographie. On a déjà parlé d'économie, mais n'oublions pas la démographie. Le premier enjeu, en fait, qui avait été en 91 identifié, c'était garder le poids démographique du Québec dans la Fédération canadienne grâce à l'immigration. Donc, faire valoir le Québec comme terre d'accueil, encourager l'immigration en région. Tiens, celui-là, on le voit encore, il n'a pas disparu. Donc, c'est sûr que sur le volume, en fait, jusqu'en 2018, le Parti québécois garde ses opinions d'un axe ouvert sur le volume. Il n'y a pas de demande de moins d'immigration. Ce qui joue beaucoup, évidemment, le discours économique, il y a quand même une grande incidence sur la langue française. Mais ce qui joue, évidemment, c'est qu'ils défendent le statu quo. Il y a vraiment cette idée que l'accord de 91 est favorable au Québec jusqu'en 2018. Mais aussi dans d'autres programmes de parti que j'aurais pu vous montrer là, l'idée que la seule solution pour bien gérer l'immigration, c'est la souveraineté du Québec. C'est gérer ses propres frontières, c'est pas dépendre d'un autre niveau de gouvernement. Si on regarde un autre parti politique, l'ADQ, vous vous souvenez peut-être de ce parti politique qui avait pris quand même des positions fortes, notamment dans la crise des accommodements raisonnables. Sur l'immigration, sur le volume par exemple, qu'est-ce que l'ADQ disait en 2003 ? Accueillir plus d'immigrants. Le Québec aura avantage à accueillir plus d'immigrants. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il y ait un consensus, en fait, dans la majorité des partis politiques sur qu'il faut plus d'immigrants. Immigrants permanents, évidemment. Mais c'était très présent de l'ADQ, et c'est aussi intéressant parce que, comme vous le savez peut-être, l'ADQ a fusionné avec la CAQ, mais il n'y avait pas de discours au sein de l'ADQ qu'il fallait diminuer ou geler des seuils d'immigration. La CAQ, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis, ça se passe, si vous vous souvenez, je parle de 2018 parce que c'est la première élection, on a le plus parlé. La CAQ arrive en 2018 et dire qu'il faut moins d'immigrants, on doit geler, descendre à 40 000, c'en est fini de l'ère libérale, où on ouvre les portes royalement, notre capacité d'intégration est dépassée, prenons-en moins, prenons-en soin. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la recherche qu'on trouve, c'est que tous ces extraits qui demande déjà un gel des seuils, qui dit qu'il y en a trop, qu'il va falloir geler et autres, ça date de 2012. Ça date de la fondation, en fait, de la CAQ. Ils sortent à ce moment-là un programme de parti qui est plus de 100 pages, qui est comme un peu leur fondation. Puis déjà en 2012, ils parlent du fait qu'il faut moins d'immigrants. Donc, c'est comme un positionnement qu'ils prennent dès le départ, mais qui rebondit, qui explose lors de la campagne de 2018. Et il y a deuxième chose, c'est pas seulement qu'ils viennent briser le consensus. Vous vous souvenez de ma polarisation, là? C'est pas seulement qu'on en parle, c'est que les gens soient pas d'accord. Donc, ils viennent briser un consensus sur le nombre, mais ils viennent briser un autre consensus sur l'accord de 91. C'est la première force politique qui dit « cet accord-là, ça marche pas. Nous, on va aller chercher plus de pouvoir. » Puis c'est pas la souveraineté du Parti québécois, là. C'est on veut plus de pouvoir, puis en 2018, par exemple, c'est plus de pouvoir sur la réunification familiale. Parce qu'on n'a rien à dire, ça dépend du fédéral, et nous, on veut mettre des conditions linguistiques sur la réunification familiale. Donc il y a aussi cette prise de position de ce parti politique qui vient polariser le débat sur la manière dont on doit gérer, et est-ce qu'il faut rouvrir cet accord de 91 ou non.
Quand j'ai fait cette recherche, après, on a publié une version en français dans ce livre qui s'appelle « Nouvelle dynamique de l'immigration au Québec », qui est paru l'année passée aux presses de l'Université de Montréal. Puis je me souviens que je suis comme en 2019-2020, oui, ça met du temps de publier dans l'académique. Je suis en train de conclure mon chapitre, puis j'écris « Tiens, ce qui s'est passé là, en 2018, c'est vraiment important, moi, je pense. Je pense qu'à partir de 2018, l'immigration va rester polarisée, politisée, évidemment, comme je suis une académique, je ne peux pas le mettre comme ça. Donc j'écris « Nous verrons, l'avenir nous le dira, si la stratégie de la CAQ aura modifié concrètement la gestion de l'immigration au Québec sur le long terme, et surtout si la politisation de l'immigration sera durable et deviendra une caractéristique du Québec en tant que société d'immigration. Pensez-vous que la politisation de l'immigration au Québec est durable et est devenue une caractéristique de la société? Oui, non? Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, certainement. Puis, si on voit, qu'est-ce qu'on peut comprendre et situer par rapport à ces résultats? La première chose, c'est vraiment de voir le rôle d'entrepreneur politique. Il y a cette idée qu'on a brisé un consensus, il y a un parti politique, d'où cet effet d'offre, de structuration de l'offre qui est venu avec des opinions qui étaient divergentes, puis qui a eu l'appui de la population là-dessus. Mais ça a reformulé le débat. Ça a reformulé le débat sur le nombre d'immigrants, mais aussi sur qui doit gérer l'immigration. Donc il y a un réalignement global du positionnement des partis politiques. Parce que là, je m'arrête en 2018, mais si vous réfléchissez par exemple à la question du volume, du nombre d'immigrants que le Québec doit accueillir pour les immigrants permanents, quel est aujourd'hui le parti politique qui demande le moins d'immigrants au Québec? Qui dit qu'il en faut 35 000, voire même moins? Le Parti québécois. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça montre que ça a réaligné, en fait. C'est comme si on avait une situation entre 2012 et 2018 où la plupart des partis veulent que ce soit géré par le Québec, avec des différences, mais la CAQ est la seule à vouloir moins d'immigrants dans le discours public et dans ses programmes de parti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a clairement le Parti québécois qui a rejoint ce positionnement, même qui la pousse un peu plus loin. Et il y a aussi le Parti conservateur du Québec qui joue de cette question du nombre d'immigrants. Et puis, il y a toute la question de la gestion de l'immigration par le Québec, puis ça, on pourrait encore en parler, mais la CAQ, aujourd'hui, n'est plus la seule à demander la réouverture de l'accord de 91. Québec, le Parti québécois, sur certains aspects, toujours avec l'idée de souveraineté, mais Québec solidaire aussi est sorti récemment pour demander la réouverture de cet accord. Donc, le consensus qui existait est vraiment brisé par rapport à ça. Deuxième enseignement, je parle souvent de la CAQ par rapport à l'immigration, puis c'est un bon exemple de quelque chose qu'on connaît dans la littérature, qui est la question des écarts entre 3 niveaux de politique. Moi, je suis une spécialiste des politiques publiques, puis en immigration, il y a vraiment quelque chose qui est reconnu, qui s'appelle les gaps, donc vraiment les écarts, les trous qui existent entre quoi? Entre un discours sur l'immigration ou le débat public par les partis politiques qui va, par exemple, être très restrictif, mais quand on analyse les politiques publiques, ce qui est mis en place, là, les programmes, ça ne correspond pas forcément. Et c'est vrai aujourd'hui aussi au Québec, puis il faut quand même s'en rendre compte. Oui, il y a des discours très durs sur l'immigration, surtout en campagne électorale, à des fins électorales peut-être, ou autres, mais en termes de politique publique, le nombre d'immigrants n'a pas diminué. On est resté avec les mêmes cibles, l'immigration temporaire augmente même. Il y a des programmes d'immigration qui ont été réformés et beaucoup plus ouvert. Je parle du PEC, Programme d'expérience québécoise, qui a été rouvert aux étudiants internationaux sans exigence d'emploi, mais étudiants des programmes francophones. Et surtout, l'ouverture ces dernières années des services d'intégration et de francisation à un public beaucoup plus large. Énorme investissement en francisation, énorme investissement pour les travailleurs temporaires ou les temporaires qui ont maintenant accès à une série de services où ce n'était pas le cas avant. Donc les politiques sont comme différentes. Et si on allait voir la mise en œuvre des politiques, le terrain, les personnes qui sont en service et autres, on aurait encore certainement un écart entre les politiques puis comment ça se passe sur le terrain. Ça, c'est vraiment important de se le rappeler quand on parle de ces enjeux d'immigration en tant que tels. Les médias, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas de données à présenter, mais c'est sûr que les médias ont quelque chose à voir là-dedans. On est en train d'avoir des analyses sur le ton. Est-ce que le ton, quand on parle d'immigration, est positif, négatif? Sur quoi on parle le plus? La seule chose que je peux vous montrer, c'est
Une étude donc, de mon collègue Jean-François Godbout, qui est professeur au département de sciences politiques avec moi. Il a écrit un excellent article que je vous conseille, qui s'appelle « Les clivages politiques et les systèmes partisans au XXIe siècle », notamment avec Éric Bélanger. Ce qu'ils ont fait là, ils prennent la proportion des titres d'articles qui contiennent Québec, puis soit les mots-clés immigrants ou réfugiés, soit souverainistes fédéralistes. Et qu'est-ce qu'on voit? Le débat sur souverainisme, fédéralisme, en tout cas dans le traitement médiatique, dans les articles qui sont publiés dans ces quotidiens, diminue alors que le traitement médiatique, la visibilité de l'immigration augmente énormément. Ce qu'on veut faire, nous, c'est aller voir si on parle positivement ou négativement de l'immigration aujourd'hui dans ces journaux. Et pour finir, c'est ma conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc, c'est sûr qu'il y a cette politisation. J'ai présenté des moteurs. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Mais certains faits, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le programme des partis politiques, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé que le Québec est rattrapé par des tendances plus globales. C'était comme aussi un peu une exception que l'immigration ne soit pas politisée ou ne soit pas un problème public, alors qu'on voit les débats, si vous suivez les débats aux États-Unis ou même en Europe, sont extrêmement durs sur cette question aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il y a un effet, quelque chose, une tendance globale qui touche aussi le Québec et qui touche même aussi le Canada aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est spécial, c'est que derrière l'immigration, il y a des enjeux de fédéralisme qui sont très prégnants, de division des pouvoirs, de dédoublement des pouvoirs en place, de querelles ou de conflits politiques qui ne sont pas seulement liés peut-être à cette question d'immigration, mais aussi au positionnement qu'on veut avoir face à Ottawa, ou à l'agenda politique qu'on défend, ou à qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est au cœur de mes recherches, c'est de comprendre comment les liens entre fédéralisme et immigration vont jouer sur la compréhension ou sur la manière dont les politiques publiques sont faites en matière d'intégration et d'immigration aujourd'hui au Québec. Puis normalement, si ça s'affiche, j'ai mis une belle photo de l'Université de Montréal, si vous avez envie de venir nous visiter. Donc voilà. Donc voilà, c'est là que je m'arrête aujourd'hui. Ah. Bonjour, mon nom c'est Damien. Je suis à Rimouski, ça fait déjà plus de 5 ans. Comme le temps n'est pas, j'ai 2 petites questions. La première, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas le ratage de la politique d'immigration qui a entraîné la politisation de l'immigration? Deuxième question, vu tout ce qui se passe pour l'instant dans les médias au niveau des politiques, au niveau au Québec, je voudrais savoir si le gouvernement actuel a reçu les milliards demandés au gouvernement fédéral. Est-ce qu'on peut arriver à tout cet tapage médiatique, politique concernant l'immigration? Je vous remercie. C'est lié un peu à mon point de conclusion quand je vous ai dit qu'il faut comprendre les jeux politiques, puis les débats actuels aussi en fonction du fédéralisme, puis des rapports entre Ottawa et Québec. Damien, il faisait référence à des revendications actuelles du Québec qui demandent justement 1 milliard de dollars pour les frais encourus pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec. Pourquoi? Quand on a parlé des catégories et des gestions, les demandeurs d'asile, l'asile pour les gens qui cognent à la porte du Canada, là, qui sont là, puis qui vont demander l'asile, c'est une compétence fédérale. C'est le fédéral qui est en charge de gérer le statut, etc. Mais évidemment, les gens s'établissent dans les territoires, dans les provinces, dans les villes, majoritairement et autres. Mais tout ça, ça engendre des frais, puis des présences. Puis là, en gros, l'enjeu, c'est qu'avec l'arrivée dont j'ai parlé là, du chemin Roxham, donc les gens qui traversaient la frontière avec les États-Unis, on pourrait parler pendant des heures de l'entente sur les tiers pays sûrs, mais je ne veux comme pas ouvrir cette porte. Donc, qui arrivaient là, il y a quand même beaucoup de demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec. Puis beaucoup, alors c'est toujours en termes relatifs, si on parle en termes absolus et autres, mais disons que si on regarde la proportion par rapport au reste du Canada, c'est beaucoup plus au Québec. Puis là, il y a un jeu politique qui s'est mis en place entre le Québec et Ottawa, où Québec demande à Ottawa de payer pour ces gens. Puis ils avaient fait une première annonce de plus de 500 millions qui était nécessaire. Puis là, ils sont montés au créneau pour dire 1 milliard. Évidemment, première chose, moi, je suis une spécialiste des politiques publiques, mais il ne faut jamais oublier que derrière les politiques, puis derrière ces nombres, il y a des personnes, des individus, puis que le Canada est
fait partie, est signataire de la Convention de Genève. Il a des obligations internationales en ce terme-là, qui est d'examiner, puis de ne pas refouler les gens, puis de leur fournir les services dans l'attente qu'on ait le temps et qu'on examine la demande d'asile. Puis là, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, puis vous devez le voir sur le terrain, c'est que c'est tellement long. C'est sûr qu'il y a eu une pression sur le système, mais ça ne marchait déjà pas avant. Donc, il y a vraiment des conditions structurelles qui sont faites, des individus qui sont touchés par là. Puis, dans les grandes déclarations politiques, il y a des jeux entre Ottawa et Québec. Ottawa dit que Québec ne veut pas parler. Québec dit que c'est Ottawa qui ne veut pas parler. Donc, c'est sûr qu'il y a de là-dessus. Puis, les politiques sont très importantes par rapport aussi à la politisation, comment le système fonctionne. C'est pas qu'on parlait jamais d'immigration au Canada, là, ça a toujours été un sujet où il y a des gens qui sont pas d'accord, puis des tensions politiques, etc. La question, c'est comment on en parle, puis quel est l'espace ou quels sont finalement l'espace entre les partis ou entre les personnes au pouvoir et autres. Donc, c'est un sujet qui est difficile pour l'instant au Québec, qui est mêlé à l'enjeu des pouvoirs, qui touche directement les personnes. Mais derrière les politiques, il y a tous ces enjeux. Puis c'est sûr, on en a discuté, mais il y a des pressions sur le logement, sur le système de santé, c'est des pressions structurelles et qui sont comme exacerbées aussi par la présence, mais qui existeraient peut-être telles quelles dans d'autres conditions aussi. Donc c'est très difficile de faire des projections par rapport à ça. Puis comme on l'a dit, j'aime toujours ça. Pendant longtemps, c'est les immigrants volent nos emplois. Puis on l'a entendu dans tous les pays du monde. Puis aujourd'hui, c'est les immigrants volent nos logements. Puis c'est comme, c'est le eux, c'est le nous, c'est la responsabilité. Qui porte la responsabilité d'erreurs dans le système ou d'échecs de politique? Souvent, c'est vrai que dans l'histoire, on a vu que c'est plus facile de faire porter le chapeau à ceux qui viennent de l'étranger, de l'extérieur, qui ne font pas partie de nous, de notre communauté. J'espère que ça répond à votre question. Quand vous parliez des plateformes des partis, c'était super intéressant. Ça aurait été bien d'avoir, comme, par élection, qu'est-ce que les partis présentaient, mais j'imagine que c'est dans le livre que c'est plus décrit. Comment on peut expliquer ce move-là de la CAQ en 2012, qui vient s'inscrire un peu à contre-courant, finalement, de ce que les autres proposaient? Est-ce que c'est un parti qui se constitue puis qui essaie d'aller rafler une frange du PQ qui était un peu déçue de son propre parti? Est-ce que c'est une manière de parler de nationalisme sans parler de souveraineté? Fait qu'on va, soudainement, l'immigration, ça devient important. T'sais. OK, j'aimerais savoir ça, la réponse à votre question sur qu'est-ce qui se passe en 2012 là, dans la CAQ. J'ai comme des hypothèses, mais je ne peux pas être sûre. Il ne faut pas oublier que la CAQ, c'est une coalition. Donc, c'est une coalition d'acteurs qui se mettent ensemble. Puis, vous avez raison de dire que c'est des acteurs qui étaient dans d'autres partis politiques. Donc, on sait qu'il y a certainement beaucoup de personnel politique, par exemple, qui vient du PQ, puis il y avait un discours qui était émergent dans une certaine frange du PQ qui était moins ouvert à l'immigration, qui commençait justement à comme lier immigration, déclin du français. Donc, c'était quelque chose qu'on entendait peut-être plus, mais qui n'était pas à l'externe du Parti québécois, puis peut-être qui était amené. C'est certainement lié au nationalisme de la CAQ. Puis, si vous vous souvenez un peu au début de la CAQ, il y avait comme cette idée que ce serait un nationalisme économique. Puis, il y avait cette idée qu'avant tout, ça allait être des gens qui allaient comme être moteurs, c'est l'économie, on est nationaliste, mais pour l'économie du Québec et autres. En fait, il y a un autre discours qui a été bien plus présent, certainement dans les premiers mandats, c'est le nationalisme identitaire. L'action de la CAQ a été quand même très fort orientée vers la gestion de l'immigration, la loi sur la laïcité, la loi sur le français, loi de 96. Donc, il y a eu des grosses actions, la réforme de la loi 101, etc. Donc, la CAQ s'est construite autour de ces questions identitaires pour se différencier de son nationalisme. C'est la troisième voie, c'est le pragmatisme, mais c'est aussi l'immigration parce que c'était quelque chose, un domaine qui était comme pas occupé par les autres, et il y a une opportunité politique, c'est le rôle d'entrepreneur par rapport à ça. Donc c'est lié au nationalisme, c'est lié au positionnement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens à la CAQ. Là, c'est une coalition, puis parfois quand il y a peut-être des choses qui ne sont pas comprises ou quoi, c'est parce qu'il y a différentes franges au sein du parti, certainement aussi par rapport à ça.